Bonsoir à tous. Sa vie est un long combat. Le personnage principal change de lieu, mais pas d'espace. L'enfer. Il parle sans parole, se déplace en étant inerte. Conscience à la saillie du lit d'hôpital. Éveil ou sommeil, Massamba ne vit pas. Les échos du comment, ouvrage écrit par Khadim Fall, Bamba Slammer, écrivain, poète, mais aussi romancier. Il est l'invité de votre émission Belle Ligne. Khadim, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Pape. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Vous écrivez un roman, un premier J, parce que vous connaissez plus poète, slammer, etc. Qu'est-ce que ça vous fait de passer du vers à la prose? Ça fait quoi? Pour moi, il n'y a qu'un pas et ce n'est pas du tout difficile parce que c'est toujours la plume également qui parle et c'est l'inspiration qui nous mène à produire des histoires que l'on raconte. Certainement parce qu'on a tant poétisé et qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin et le roman nous offre beaucoup plus de lignes. Il y a plus d'imagination quand on écrit un roman, c'est ça? Il y a plus d'imagination. Il y a plus d'imagination, il y a plus d'histoire, plus de liberté et plus d'espace pour dire ce qu'on a envie de dire. Oui, parlons de liberté et d'espace. Vous plongez dans un état comateux où il y a le silence, vous faites vivre le silence à travers un roman. Pourquoi le comment? Le comment, on l'observe, c'est une interrogation, c'est un mystère. Pourquoi aller au-delà du mystère, du mysticisme dans le comment? En réalité, pour moi, le silence a toujours été considéré comme un vide, un espace où il n'y a pas de mots, on ne parle pas, alors qu'en réalité, c'est faux. Pour moi, si on donne une petite chance au silence, on se rend compte qu'il y a des ondes que l'on n'entend pas, des échos également qu'on n'entend pas. Et être dans cet état de comment entre la vie et la mort nous plonge dans une vérité absolue. La personne qui est dans le comment, qui ne sait pas si elle va se réveiller ou pas, a tendance à être beaucoup plus véridique et à ne pas se cacher une certaine réalité, à être donc franc. Et on profite de cet espace-là pour dire tout ce qu'on a envie de dire, mais surtout et avant tout pour se commémorer de tout ce qu'on a vécu sur Terre avant d'en arriver dans cet état-là. L'histoire est inspirée d'une vie réelle ou pas, ou c'est venu comme ça? Oui, il y a une partie de fiction comme pratiquement dans tous les romans, mais il y a également cette inspiration-là de la réalité de femmes enceintes qui, en accouchant, sont tombées dans le coma et étaient en contact perpétuel avec les éléments externes. Seulement, elles ne pouvaient pas réagir avec ces éléments-là. Et après leur état de coma, elles se souviennent de comment elles voyaient les gens venir leur rendre visite. D'autres ne le voyaient pas et il y a cette charme autour du comment qui fait que chaque personne qui le vit d'une manière différente et donc on peut raconter autant d'histoires autour de cela. L'effet stylistique utilisé dans le roman, c'est le prolepse. Il y a d'abord le présent, ensuite on replonge dans le passé. On a un cercle familial très clos, très carcéral dans lequel évoluent trois personnages, Massamba, son père et sa mère, les trois personnages principaux. Pourquoi cette famille-là est une prison à ciel ouvert? Pourquoi choisir ce cadre-là? Pour moi, ici, la famille qui était censée auparavant être des gens autour de qui on se sent à l'aise, qui nous protègent, devient, comme vous le dites, en prison pour Massamba. Et cette prison-là a été beaucoup plus accentuée par son père, qui, au lieu d'être un protecteur, un homme responsable, lui a rendu la vie difficile à Massamba, mais également à sa mère, qui était une femme brave, qui aurait dû être beaucoup plus aimée, félicitée, appréciée pour tout ce qu'elle a fait pour sa famille, pour son mari et pour son enfant. Mais au contraire, son père a été un véritable cauchemar pour lui. Et on a décidé de baser cette histoire-là autour de cette famille de 3 personnes. Normalement, une famille de 3 personnes ne devrait pas être une famille où on se sent à l'enfer. Enfant unique. Voilà, mais c'est pour dire que ces deux figures-là, paternelle et maternelle, peuvent à la fois être une source de motivation pour vous, tout comme ils peuvent vous empêcher d'avancer s'ils ne prennent pas toutes leurs responsabilités. C'est un tableau noir qui est dressé contre le mariage ou pas, vous qui êtes célibataire. On peut dire, hein, on peut dire. C'est une façon pour nous de prédire l'avenir, de montrer à travers le père de Massamba le type de père que nous aimerions. De décourager également celles qui veulent engager. Non, tout ça, je vous en laisse la paternité. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que, comme on dit, l'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. Cette ambiance-là toxique a un impact sur
la psychologie du personnage, ça montre un peu que l'enfant est également le produit de son environnement. Tout à fait. Le milieu détermine l'individu, on le dit très souvent, mais on se rend compte à travers Massamba que oui, c'est son père qui a installé en lui toute cette colère, cette envie de se venger, d'arriver même à la haine avec son père, alors que, comme je dis, le père est censé être un héros, un homme qui nous protège, mais avec Massamba, ça n'a pas été le cas. Et c'est à cause de sa famille qu'il se retrouve dans cet état-là. Ça aurait dû être le contraire. Oui, le roman se conjugue également au féminin. Parlons un peu de la figure de la mère, hein, Awa, qui est omniprésente du début jusqu'à la fin, la figure de la mère. Comment appréciez-vous, ou bien pourquoi ces descriptions-là d'une femme passive, qui accepte tout, une femme docile, battue, hein, violentée dans le cercle, c'est quoi? C'est pour montrer que ces pratiques-là existent toujours, parce qu'il y a l'actualité également. Non seulement elles existent, mais c'est devenu normal dans notre société. C'est banalisé. C'est banalisé. Donc lorsque la femme va rejoindre son mari, hein, autour du cercle, les tontons, les tatas, les grands-parents, tout le monde lui dit, on sait ce que tu vas endurer dans la maison où tu iras, mais sache que tu dois subir. Hein, tu dois te taire, tu dois le faire pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Et donc, elle accepte toute cette souffrance-là, qu'elle normalise. Le mariage, qui était censé être une occasion pour la femme d'être beaucoup plus épanouie, devient peut-être une mauvaise expérience pour elle, notamment pour la maman de Massamba. Et ma longue pratique dans les zones reculées du Sénégal, les communautés, m'a permis de voir à quel point les femmes nouaient les reins pour la réussite de leur famille, pour la scolarisation de leurs enfants, notamment des filles. À quel point elles acceptent de souffrir pour donner une chance à leur famille. Pour moi, oui, dans la vie, tout n'est pas que bonheur. Mais quelquefois, les femmes devraient beaucoup plus s'épanouir pour permettre également aux enfants de l'être. Parce qu'on a dit tout à l'heure, le milieu détermine l'individu. Donc le milieu où l'enfant est heureux détermine également son bonheur dans le futur. Et à la page 31, vous écrivez, au village, vous parlez un peu des femmes rurales. Oui. Les femmes travaillaient sans relâche du matin au soir comme des machines. Elles, ces femmes, pouvaient porter à la fois des fagots de bois, des canaris d'eau ou des paniers empilés sur la tête, sans oublier l'enfant derrière leur dos. Et elles marchaient des kilomètres sur des routes défectueuses pour subvenir aux besoins de la famille. Chaque fois que j'allais au village, chez Massamba qui écrit, mais pas Khadim, pendant les grandes vacances, je les observais avec beaucoup d'admiration et de pitié. Dans ce monde, et c'est ça qui est important, il y a des gens qui vivent et d'autres qui survivent, et vous mettez une sorte de conclusion dans ce paragraphe. Les femmes de la campagne sont des actrices du développement économique. Oui, ça c'est important. Des actrices du développement économique. Et pourtant, ils sont violentés dans un cercle conjugal. Il y a un paradoxe. Hein? Oui, et vous le verrez dans certains villages du Sénégal très reculés, où c'est le contraire qui se passe. Peut-être que dans certaines communautés, on a compris le fait que l'homme se lève le matin, va trouver quelque chose pour la famille, mais dans d'autres villages, je ne veux pas citer, les hommes restent à la maison. Des sociétés matriarcales. Voilà, et c'est les femmes qui vont aller travailler. Et tôt le matin, tu les rencontres dans les rues, elles vont chercher de quoi nourrir la famille. C'est l'instinct maternel, c'est normal, la femme également est une parente, mais quelquefois, ça ne doit pas se rimer avec une certaine violence. Parce qu'au-delà de la responsabilité qui est celle d'une mère, si on violente en plus la femme, ça devient une certaine torture et c'est de la méchanceté. C'est quoi? Il faut briser le silence? Oui, il faut briser le silence. Vous voulez pousser les femmes un peu à prendre leur destin en main, c'est ça? À prendre leur destin en main d'une part, mais inviter également les hommes à comprendre que nous vivons dans une société où il y a les femmes et les hommes et que nous gagnerons à être ensemble, à vivre ensemble, où chaque partenaire cherche à rendre l'autre heureux. Oui, c'est important. Parlons un peu d'espace. Je disais dans le préambule que chaque espace est un enfer pour le personnage principal. On commence par ici, hein, c'est le cercle familial. Pourquoi ici? Vous le nommez ici. Ici, ça renvoie à la famille d'une part et aux banlieues d'autre part. Parce que vous l'aurez remarqué dans le cadre du roman, Massamba évolue dans une zone qu'on appelle aujourd'hui la banlieue. Et ils ont tendance à être stigmatisés quand on parle aujourd'hui de banlieue. Certains pensent par exemple aux violeurs, aux agresseurs, à ceux-là qui ne sont que dans des choses qui ne les permettent pas d'avancer quelquefois. Alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la banlieue sénégalaise, dakaroise en particulier, a tendance à produire
produire des enfants qui grandissent et qui deviennent des exemples dans cette société-là, Oui. des personnes qui sont vraiment modèles. Et donc c'est ici-là, ayant tendance à être stigmatisé pour moi, c'était l'occasion également de montrer à ces gens-là que la banlieue est autre chose que ce que l'on pense d'elle. Et on voit un peu que le vert est la prose sur noir à la page 20. Ici, nous ne vivons que parce que l'autre le veut. Ici, nos valeurs se noient dans les lacunes de la gouvernance. Ici, le cerveau réagit beaucoup plus rapidement au rythme des tambours qu'au son silencieux des pages vierges qui languissent dans l'attente d'une rédaction de projet. Ici, l'école est un luxe et le parcours éducatif est entravé par une situation familiale désolante. Ici, les parents ne mettent pas leurs enfants dans de bonnes conditions et pourtant, ils attendent en retour que ces derniers réussissent dans la vie. La banlieue m'a façonné comme le fer dans la forge. Parce que ce que l'on remarque dans la banlieue, c'est qu'il y a toute cette contradiction-là. La banlieue n'est pas exactement bonne, elle n'est pas carrément mauvaise. Et l'enfant qui grandit et qui réussit à se faire un nom dans la banlieue est un héros. Ouais. Parce que c'est un milieu qu'on ne comprendra jamais. J'ai dit qu'au niveau de la banlieue, il y a beaucoup plus de terrains aménagés pour les sabbats que de bibliothèques aménagées pour lire, pour écrire, etc. Et pourtant, certains enfants arrivent à grandir dans cette banlieue-là, voient les deux milieux et arrivent à faire un choix, à se focaliser. Malgré les influences, ils arrivent à s'en sortir. C'est donc de véritables héros pour moi. Parfois, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions et il faut oser le dire. Oui. Des exceptions qui ne vous laissent pas tranquille. Des gens qui veulent tout le temps vous pousser à venir vers leur camp. Mais si vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez également à créer de l'influence autour de vous. Et c'est une bonne chose. La maison est difficile, le quartier est difficile. Oui. L'UCAD est difficile, vous en parlez un peu dans ce roman avec Massamba qui avance, mais chaque fois il avance sur des épines. L'UCAD avec ces problèmes ataviques, moyenâgeux, effet pléthorique, le défi de l'orientation. Pourquoi déplacer l'intrigue dans le cadre spatio-temporel de ce temple du savoir? Parce qu'en grandissant dans le livre, Massamba va quitter, bien évidemment, il a envie de devenir médecin. Donc, il va quitter sa maison, il va aller à l'université. Mais la vie n'étant pas toute rose, Massamba va se rendre compte que l'UCAD va lui faire subir également pratiquement les mêmes difficultés que la maison. L'UCAD avec ses conditions de vie assez difficiles et précaires quelquefois. L'UCAD avec ses programmes qui sont un tout petit peu kilométriques. L'UCAD qui ne permet pas aux étudiants d'être opérationnels une fois qu'ils sortent de l'université. Donc, il a dû faire face. Et la chance pour Massamba, c'est qu'il a choisi la médecine peut-être. Et pour la médecine, c'est beaucoup plus de pratique peut-être que de théorie. Mais on a profité de la présence de Massamba à l'UCAD pour montrer également qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui... Comme Jojo, par exemple. Comme Jojo, par exemple, qui n'a pas choisi, mais c'est les machines qui ont choisi à sa place. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas forcément toutes les nouveaux et nouvelles bachelières pour savoir ce qu'ils ont envie de devenir, ce qu'ils ont envie d'être, s'ils ont même envie d'être à l'université. On les pousse à y aller. Ce sont des rêves brisés. Oui, ce sont des rêves brisés. Oui. Malheureusement, on n'écoute pas ces rêves-là. Et la puissance ou bien la réussite de la personne se trouve quelquefois dans le rêve. Et on vit dans des sociétés qui n'accordent pas assez de valeur à ces rêves-là. On n'a même pas envie d'écouter notre enfant nous dire ce qu'il a envie de devenir. Souvent, le parent rêve à la place de son enfant. Le rêve n'est pas permis chez nous. Le rêve n'est pas permis chez nous et c'est une forme de violence. Quelquefois, l'enfant a envie de sortir ce qu'il a au fond de lui, de dire que moi, j'ai envie de devenir tel. Parce que c'est ce rêve-là qui va se transformer en passion et qui va le conduire au sommet. Quand il ne verra plus papa, ni maman, ni la société, le rêve en cette personne-là constituera le moteur qui lui permettra d'avancer. Oui, c'est important de mettre le curseur sur ces rêves brisés à l'UCAD à cause tout simplement d'une mauvaise orientation. Je veux faire médecine, on m'oriente en anglais. Je veux faire anglais, on m'oriente à la faculté des sciences juridiques et politiques. Ce sont des rêves banalisés, des choses banalisées, des mots MAUX banalisés, mais qui existent. On voit un peu des exemples, et ces exemples sont légion. Beaucoup d'exemples. Et ça va se remonter jusqu'à notre carrière, notre profession. Je vais à l'université, on me met dans un endroit que je n'ai jamais aimé. Je me force à aimer ça. Je pense que j'aime, mais une fois que j'arrive à trouver un boulot également que je n'aime pas, il y a tous ces manquements-là qu'on trouve dans nos administrations, dans les entreprises, qui ont une explication
d'autres explications, au-delà du manque de compétences, etc., il y a également le fait que la personne qui est en train d'exercer le métier ne l'aime pas du tout. Oui. Et donc, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Quelquefois, on dit aux gens que vous n'êtes pas accueillants dans les services, que vous ne souriez pas quand vous êtes dans les services, mais quand vous êtes dans un endroit que vous n'aimez pas, c'est normal que vous ne souriez pas. Et ça déteint sur l'économie. Ouais. L'UCAD également sont des espaces de dialogue, d'échange. Il y a un personnage extrêmement important et intéressant. C'est Cheikh Ibra, son patronyme, agité avec des idées, avec des arguments. Et là, il y a une sorte de personnage rebelle qui veut mettre sens dessus-dessous la société. Et ça, c'est intéressant. Ça donne un peu une autre tournure à l'intrigue. Ce qui est magnifique avec Cheikh Ibra, c'est qu'il y a un ami qui me disait en Wolof, j'ai lu le livre, mais je sais que le Cheikh Ibra wax rek yaa ko wax loo quoi. Oui, c'est Parce qu'il fallait dans le roman trouver un personnage qui puisse parler à ma place. Donc c'est ce qui fait que dans l'ensemble de ces dialogues à travers le roman, Cheikh Ibra en profite pour parler. Parce que je m'appelle Bamba et tout le monde sait la relation qui existait entre Cheikh Ibra Fall Lamp et Cheikh Ahmadou Bamba et également Massamba. Donc ces trois personnages-là ont un trait avec mon guide religieux et la spiritualité mouride. Et donc on profite de la parole de Cheikh Ibra qui était un Baye Fall, qui faisait beaucoup de plaidoyer, qui n'avait pas froid aux yeux, qui était plein de détermination pour quelquefois dénoncer les maux de la société. Et ces mots de la société-là, ce sont les politiques, ce sont avec une université politisée et son lot de conséquences. Il y a Cheikh Ibra qui dit non, nous ne sommes pas des cons. Le mot, nous ne sommes pas des cons. Parce qu'on prend quelquefois l'université est devenue politisée, les étudiants sont devenus des pions que les politiciens quelquefois ont l'habitude de manipuler. Malheureusement, étant jeune, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc l'espace universitaire est devenu un espace pratiquement politique. On vous dit quand vous gagnez le cœur des étudiants, vous gagnez pratiquement le pays de façon générale. Alors que peut-être que ça ne devrait pas se passer comme ça. On devrait laisser aux étudiants le verbe étudier et donc aux politiciens le verbe développer la cité. Même si quelquefois les rôles se confondent et c'est ce qui crée beaucoup de... Ou bien faire la politique autrement dans l'espace universitaire. Dans l'espace universitaire et ne pas les utiliser. Non, comme du militarisme. Voilà, les laisser être de propres acteurs de leur propre développement, ça je suis d'accord. Et on suit le personnage de Massamba Diop. L'UCAD également, c'est une prison à ciel ouvert. Ce n'est pas pour démotiver les étudiants, mais c'est juste, peut-être à côté de la difficulté, il y a certes la facilité, pour être un peu spirituel. Après l'UCAD, il y a le chômage. Toujours un cadre spatial très carcéral. Le chômage également avec le regard social. Et ça donne un peu raison à Sartre. L'enfer, c'est les autres. Oui, l'enfer, c'est les autres. Et le chômage devient beaucoup plus chômage quand on le vit avec une société qui nous pousse de plus en plus vers le bas, qui nous rappelle à quel point nous sommes chômeurs, même si on ne l'oublie jamais. Donc à chaque fois qu'on se réveille dans ce type de société-là, qui a tendance à nous demander notre statut social, à nous exiger d'avoir un certain travail, etc., ça devient difficile pour les jeunes de vivre ce chômage-là. Et pour moi, ça arrive à 90 personnes sur 100 dans le monde d'être pour une période déterminée en situation... C'est très naturel. C'est très naturel. Mais quand on le vit mal dans une société avec un regard comme la nôtre, ça devient compliqué. Nous, chômeurs, ne faisions rien de la sainte journée et pourtant, quel épuisement moral que le nôtre. Oui, normalement, le chômeur qui ne fait rien devrait être à l'aise. Mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, nous sommes dans un pays avec les derniers résultats de l'ANSD. 75% de la population ont moins de 35 ans. On voit un peu que des milliers et des milliers de jeunes frappent à la porte de l'emploi, mais ces portes sont verrouillées, difficile de les déverrouiller. Ça montre un peu une partie pour expliquer ce départ massif des jeunes-là vers l'Europe. Qui non seulement font ce départ parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils sont à la quête de leur propre identité. Le jeune qui grandit au Sénégal sans métier valable, que l'école a tout le temps dit, Samodom dit Djangal Somagé imposé, il grandit, il n'arrive pas à s'imposer, il ne sait pas exactement ce qu'il a eu à apprendre à l'école, il n'a pas eu le temps d'apprendre beaucoup de métiers parce que l'école a pris 9 mois sur 12 de son temps. Cette personne-là,
est voué à l'échec, il va se dire. Et donc, quand il voit des opportunités par-ci, par-là, il est en train de se chercher. Ouais. Peut-être que ce n'est pas ici que je vais réussir, peut-être que je vais réussir une fois que je serai à l'extérieur, peut-être. Et donc, on en revient par rapport à la pression. Quand la pression vient s'accentuer, ce jeune-là n'a plus envie de vivre parce qu'on vit pour quelqu'un. Ouais. Et si pour ces gens-là pour qui on vit, par exemple, la famille, ne nous donne pas une raison de vivre autour d'eux, on a tendance à aller chercher notre bonheur ailleurs. Et quitte à ce qu'on meure, on y va. Et vous montrez même que les médecins chôment chez nous. Oui, on le montre. Et parce qu'il y a un nombre très important de personnes qui sont à la quête d'emploi. Et pourtant, il y a un besoin qui est là. Il y a un besoin qui est là. C'est toute la contradiction. Il y a un désert médical partout. C'est tout le paradoxe qu'on raconte dans le roman. Quand vous allez dans les zones les plus reculées du pays, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui peinent à avoir des postes de santé, par exemple. Donc, et les personnes qui doivent être formées sont là. Les personnes qui ont envie de devenir médecins sont là. Les relais communautaires, par exemple, souffrent. Dans certaines communautés, les gens se cotisent pour créer une sorte de poste de santé pour que les femmes qui sont enceintes puissent se soigner, etc. Et c'est toute la difficulté qu'on rencontre au sein de notre pays. Et tout le temps, on se pose des questions. Où est le mal? Et ce sont les jeunes qui en pâtissent. On suit toujours le parcours de Massamba. On évolue dans le roman. Jeunesse, chômage, il trouve l'étincelle. Hein? Il trouve une étincelle. Il trouve l'amour. Il ne croyait pas en l'amour. Il retrouve son âme sœur, comme on dit. Et ça, on a une sorte de jonction naturelle d'où on ne sait où elle vient. Ouais. Et quand il a trouvé ça, cette nuit-là, il n'a pratiquement pas dormi parce qu'il se disait que enfin, je vais vivre pour moi. Parce que Massamba a toujours été entre ce tiraillement-là. Qui est-ce que je vais choisir entre papa et maman? Qui va me soutenir, etc. Et peut-être en trouvant l'amour, il a trouvé une lumière qui s'ouvre à ses yeux. Quelqu'un qui va lui rappeler qu'il y a de l'espoir. Donc, il y a une raison pour toi de vivre, tu peux vivre pour moi. Et c'est pour ça qu'il est allé vers Cathy. Malheureusement, ce bonheur ne va pas durer. Mais c'est ça, le narrateur ne laisse aucun répit à son personnage, en fait. C'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une fenêtre d'espoir? Pourquoi vous avez fermé les fenêtres, fermé les portes, il n'y a pas d'espoir? Pourquoi? C'est une sorte de catharsis ou bien je ne veux pas... En suivant, par exemple... Je suis une plume sanguinaire, je tue tout le monde. Oui, en suivant les réseaux, très souvent, on se rend compte de cela dans la vie. Il y a des gens qui vont souffrir jusqu'à la mort. Et c'est comme ça la vie. Il y a même, je salue Farah de la maison d'édition Alfaro qui a édité le livre, donc qui me rappelle, dans le cadre même du roman, le père n'a pas assez souffert pour moi. Je lui dis oui, je sais qu'il n'a pas assez souffert et que Massamba a beaucoup souffert. Il me dit oui, mais tu fais du mal au lecteur. Il a envie de sourire, que tu donnes le bonheur à Massamba. Je lui dis, j'ai eu envie de tenter quelque chose en me disant que dans la vie, tout n'est pas que bonheur et qu'il y a des gens qui vont vivre malheureux jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est à eux maintenant, à un moment donné, de dire stop, no. Je sais que si je continue dans cette lancée-là, je ne vais jamais être heureux. Et donc, votre bonheur, c'est vous qui définissez votre bonheur. Est-ce qu'il peut définir son bonheur, lui, le personnage? On veut dire... Il a essayé, il a tenté. Ça ne lui a pas laissé faire, non. C'est vrai. Mais peut-être qu'il aurait dû beaucoup plus tenter. Ah oui, mais parfois le destin, c'est bizarre, il y a une question de destinée. Tout est noir et pourtant il tente jusqu'à à la saillie de ses efforts. Hein. C'est trouver une femme, avoir un cercle conjugal et tout s'effrite. Parce que Massamba a pensé qu'à un moment donné, il pouvait s'en aller seul, tracer son propre chemin. Ce qu'on oublie parfois, c'est que même si le père est mauvais, même si la mère est mauvaise, c'est des personnes qui vont nous suivre jusqu'à la fin de notre mort. Le père qui meurt, par exemple, vous laisse forcément son héritage. Si vous étiez, par exemple, 2 enfants de même père, vous continuez à porter le même nom. Le nom de votre père va vous suivre jusqu'à l'éternité. Donc, il faut que les parents et les enfants comprennent que Dieu leur a créés ensemble pour qu'ils puissent rester ensemble jusqu'à la mort. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire que pour avoir mon bonheur, il faut que j'abandonne forcément mes parents. Tu te rends compte qu'en les abandonnant, il y a possibilité qu'ils refassent surface dans ta vie et d'une manière que tu ne vas pas adorer. Ce qui est arrivé à Massamba. Et surtout, donner naissance, c'est une responsabilité. Oui, c'est une grande responsabilité que beaucoup de parents comprennent, que d'autres ne comprennent pas forcément. On attend beaucoup plus de l'enfant
et on en donne moins, alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Oui. L'enfant qui vient au monde est sous votre responsabilité. Oui. Vous devez l'aimer, le protéger, prendre soin de lui, dépenser sur lui et ne pas le considérer comme un projet, comme un investissement, en se disant que s'il grandit, il va forcément me seconder. Et la figure ombrageuse du père suit le personnage principal partout, du début à la fin. Oui. Le début, c'est catastrophique. La fin, c'est plus catastrophique. J'avoue, ça je l'avoue. Quel père con, vous le dites. Il a été con durant toute la vie de Massamba, parce qu'en aucun moment, même quand Massamba a essayé de se rapprocher de lui en lui donnant de l'argent pour la maman, en lui faisant passer pour un père exemplaire, il n'a pas pris sa responsabilité. Certainement parce qu'il s'est caché derrière les substances qu'il utilisait pour justifier ses actes, mais quelquefois, ça n'a pas été assez suffisant pour montrer qu'il y a des personnes qui sont des pères, mais d'autres qui le sont juste de façon biologique. Il y a une interrogation. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et Massamba prend cette interrogation-là. Pourquoi ça m'arrive? Ça, ce sont des interrogations aussi existentielles que spirituelles. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et que beaucoup de personnes se posent, beaucoup de jeunes notamment. Pour moi, il y a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui traumatisés, qui se posent cette question tous les jours parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter un tel châtiment. Ils ne savent pas qui est le responsable de leur propre, de ce qui leur arrive. Souvent c'est l'État, souvent c'est la société, la famille ou bien c'est Dieu. Ils n'arrivent jamais aux jeunes la grande interrogation, est-ce que ce n'est pas moi en réalité? Est-ce que tout ce qui m'arrive, ce n'est pas à cause de moi? Et j'ai comme l'impression que quand on commence à prendre nos propres responsabilités, à se dire que ça pourrait être à cause de moi, peut-être on arrive à réussir à résoudre 50% de nos problèmes. Mais si on désigne du doigt l'État, on est tout le temps dans la rue. Si c'est les parents, on va tout le temps être en guerre contre eux. Si c'est la société, on va se refermer sur nous-mêmes. Et finalement, notre mal ne va pas s'arrêter du tout. Heureusement, il y a une brindille d'espoir avec la naissance d'un enfant. Peut-être il ne subira pas les mêmes sorts que son père. C'est ça, et c'est ça que Massamba va souhaiter. Maintenant, sa grande interrogation jusqu'ici, c'est le père de l'enfant. Que porte sa femme. Et peut-être un épisode 2 de ce roman. Oui, pour dire qui est le père et pour dire si Massamba va se réveiller aussi. En tout cas, la femme met de l'eau dans la bouche. Merci beaucoup pour cette écriture. Merci beaucoup pour les échos du commun Khadim Fall Bamba. Merci d'être là. Je vous en prie. C'est moi qui suis content d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la noblesse anodine. Ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission, Babacar Mas, Dami, les 1001 métiers que ces gens-là font pour vous permettre de vivre l'espace du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV. Rendez-vous la semaine prochaine.